Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur la fiscalité d'un produit d'épargne bien connu, le plan d'épargne retraite individuel, le PER individuel. Oui, on va décortiquer ça à partir d'un document assez détaillé sur le sujet. L'idée, c'est vraiment de clarifier comment ça marche au niveau des impôts, que ce soit quand on verse de l'argent ou quand on le retire. Exactement. Et on se concentre bien sur le PER individuel, hein. Il y a aussi le collectif et l'obligatoire, mais là, c'est l'individuel qui nous intéresse. Celui que tout le monde, ou presque, peut ouvrir, sous forme d'assurance ou de compte-titre, c'est ça? C'est ça, accessible à toute personne majeure. Bon, alors, plongeons dans le vif du sujet. La fiscalité pendant qu'on épargne. Alors, comment ça se passe concrètement? Le gros avantage, c'est la déduction, c'est ça? Oui, le principe général, c'est que les versements volontaires qu'on fait chaque année sont déductibles du revenu imposable de cette même année. D'accord. Mais attention, dans la limite d'un plafond. Un plafond global annuel qui est calculé par membre du foyer fiscal. Un plafond, et ce plafond, il est identique si on est salarié ou indépendant? J'imagine qu'il y a des petites différences. Effectivement, pour un salarié, c'est assez simple, la déduction se fait sur le revenu global imposable. Ok. Pour un travailleur indépendant, c'est un peu différent. La déduction va d'abord s'imputer sur son revenu pro, Les fameux BIC, BNC. voilà, BIC, BNC, etc. Il y a un plafond spécifique pour ça. Et si jamais ces versements dépassent son revenu pro, alors le surplus peut être déduit du revenu global. Je vois. C'est une mécanique un peu plus complexe, et si on dépasse le plafond annuel autorisé, l'argent versé en trop, cet avantage fiscal est perdu? Ah non, et c'est intéressant, il y a une souplesse. Si on dépasse le plafond une année, on peut utiliser les plafonds non utilisés des 3 années précédentes. Ah, c'est pas mal ça. Ça permet de lisser un peu si on a des capacités d'épargne qui varient d'une année à l'autre. Exactement. On voit bien l'incitation fiscale, hein. Réduire son impôt aujourd'hui, tout en préparant sa retraite. C'est clair. Mais bon, l'avantage à l'entrée, c'est une chose. Qu'en est-il à la sortie? Quand on récupère l'argent, en rente ou en capital, comment ça se passe niveau impôt? Alors là, tout dépend du choix qu'on a fait au départ. Est-ce qu'on a déduit les versements ou pas? C'est ce fameux choix initial. C'est ça. Prenons la sortie en rente viagère. Si on a déduit ces versements pendant la phase d'épargne, Oui, oui. eh bien la rente qu'on reçoit est imposée à l'impôt sur le revenu, comme une pension de retraite classique. Donc après l'abattement de 10%, Voilà, après l'abattement de 10%. Et il faut ajouter les prélèvements sociaux, bien sûr. d'accord. Et si on avait fait le choix, peut-être moins courant, de ne pas déduire les versements à l'entrée? Alors là, c'est fiscalement plus intéressant à la sortie. La partie de la rente qui correspond à ces versements non déduits suit le régime des rentes viagères à titre onéreux. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que seule une fraction de cette rente est imposée. Et cette fraction dépend de l'âge qu'on avait au moment où on a commencé à toucher la rente. Plus on est âgé, moins la fraction imposable est importante. Ah oui, c'est nettement plus avantagé dans ce cas. Ça peut l'être, oui, Ok. Et pour la sortie en capital, même logique. Le choix initial déduire, pas déduire, est toujours aussi crucial. toujours. Exactement la même logique. Si on a déduit les versements, Mhm. le capital qu'on récupère, correspondant à ces versements, est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Aïe, ça peut monter vite selon la tranche. Ça peut. Et attention, il y a aussi les plus-values, les gains générés. Eux, ils sont soumis au prélèvement forfaitaire unique, le PFU. La flat tax à 30%. C'est ça, 12,8% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Et si à l'inverse, on n'a pas déduit les versements à l'entrée? Alors là, le capital correspondant à ces versements sort net d'impôt sur le revenu. C'est une grosse différence. Ah oui, carrément. Seules les plus-values sont taxées, toujours au PFU. Donc on voit bien, le choix initial, déduire ou pas déduire, C'est vraiment la clé de voûte. c'est ça. C'est un arbitrage à faire en fonction de sa situation actuelle et de ce qu'on anticipe pour sa retraite. Un arbitrage pas simple. Parlons d'un autre cas, plus sombre mais important. Le décès du souscripteur avant la retraite. Ça se passe comment? Là, ça va dépendre de la structure du PER. Est-ce que c'est un PER compte titre ou un PER assurance? Commençons par le compte titre. Pour le PER compte titre, c'est assez simple, si on peut dire. Les sommes entrent dans l'actif successoral classique. Donc taxé aux droits de succession normaux selon le lien de parenté, etc. Exactement. Pas de régime fiscal particulier. Et pour le PER assurance, c'est souvent mis en avant comme étant plus avantageux. Oui, parce qu'il bénéficie de la fiscalité de l'assurance vie, mais avec une nuance selon l'âge du décès. C'est-à-dire, Si le décès survient avant les 70 ans du souscripteur, les capitaux versés aux bénéficiaires désignés suivent les règles de l'article 990I
du Code général des impôts. Ce qui implique des abattements importants avant taxation, non? Tout à fait. Un abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour les primes versées avant 70 ans, c'est souvent bien plus favorable que la succession classique. D'accord. Et si le décès a lieu après 70 ans? Alors pour les primes versées après 70 ans sur ce PER Assurance, on retombe sur l'article 757B du CGI. L'abattement global est beaucoup plus faible, seulement 30 500 € pour l'ensemble des bénéficiaires, et ensuite ce sont les droits de succession classiques. Donc l'âge au moment du décès et même l'âge au moment des versements pour le PER assurance, ça change tout pour les héritiers. Absolument. La forme du contrat et l'âge sont déterminants. Bon, si on essaye de résumer tout ça, le PER individuel, c'est un outil avec une fiscalité, on va dire, à géométrie variable. Le choix initial sur la déduction des versements est vraiment fondamental. C'est le point central. Déduire aujourd'hui, ça veut dire potentiellement plus d'import demain à la sortie. Ne pas déduire, c'est l'inverse. Pas d'avantage immédiat, mais une sortie potentiellement allégée. C'est un véritable arbitrage entre le présent et l'avenir. Tout à fait. Un arbitrage qui dépend de sa tranche marginale d'imposition actuelle, de celle qu'on anticipe à la retraite. Un jeune qui paie peu d'impôts n'aura peut-être pas intérêt à déduire, alors qu'un cadre supérieur en fin de carrière, lui, aura tout intérêt à maximiser la déduction. Ce qui nous amène à une dernière question, peut-être pour ouvrir la réflexion. Oui, Comment faire le bon arbitrage, surtout quand on manque de visibilité sur ses revenus futurs ou même sur l'évolution des règles fiscales elles-mêmes? C'est un sacré pari sur l'avenir, non? c'est une excellente question. Et effectivement, c'est un pari. Il n'y a pas de réponse unique, ça demande une réflexion personnelle approfondie. Voilà de quoi méditer.